Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo sortie la semaine dernière, dans laquelle je faisais la reprise de ma chaîne YouTube et je vous expliquais un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne YouTube. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente, je vais un peu plus m'attarder en détail sur ma série de benchmarks et de reviews que je compte faire sur la chaîne, qui sera en quelque sorte le fil rouge de la chaîne, parce que ça va être tout simplement la série avec le plus d'épisodes, et ça va être une série qui va accompagner la chaîne tout au long de son histoire, enfin du moins je l'espère. Cette vidéo aurait dû sortir mercredi, mais en fait j'ai eu quelques petits soucis techniques, notamment avec ma caméra, parce que je vous l'avais dit dans la vidéo d'avant, j'ai acheté une vraie caméra pour arrêter de filmer avec l'iPhone. Alors techniquement, si on parle juste en termes de qualité pure, j'ai baissé en qualité. Avant avec l'iPhone, je pouvais filmer en 4K 30 fps, voire même 4K 60. Là, avec cette caméra, c'est du 1080p 60 tout au mieux. Mais toutefois, je trouve ça beaucoup plus pratique de tourner avec une vraie caméra, le fait d'avoir des objectifs et tout, c'est beaucoup plus versatile. Le type de qualité est différent, je trouve. Donc voilà, j'avais acheté une vraie caméra. Donc c'est un Sony Alpha 5100. Le souci c'est que je ne le savais pas et probablement la terre entière le savait, cette caméra surchauffe. Voilà, donc on peut pas enregistrer pendant des trop longues périodes de temps. Cette caméra surchauffe. Dans mon appartement il fait chaud parce que j'ai pas la clim. Donc là il est à peine midi, il fait déjà 27 degrés dans mon appart alors que je suis en Aveyron. Donc du coup cette caméra se coupe au bout de 10-15 minutes d'enregistrement, ce qui est pas foufou pour le genre de vidéo que je vais faire, parce que mon but c'est de pas de faire des shorts de 1 minute, mon but c'est quand même de faire des vraies vidéos qui durent un certain temps. Avoir une caméra qui se coupe au bout de 10-15 minutes c'est un peu compliqué. Donc j'ai tenté plein de trucs pour essayer de la refroidir, rien n'y fait, on va dire que sans vraiment ouvrir la caméra en entier pour remplacer des composants à l'intérieur, il n'y a pas vraiment moyen de la refroidir mieux que ça. Donc j'ai dû trouver une autre solution. Alors c'est quelque chose que je prévoyais d'acheter, mais je ne pensais pas juste l'acheter sitôt dans la reprise de ma chaîne YouTube. Et cette solution implique un Camlink, voilà, qui me permet d'enregistrer avec un PC et non pas avec une caméra. J'ai pensé que ça pourrait faire un très bon sujet de vidéo sur comment est-ce que j'ai pu passer tous ces problèmes de caméra qui surchauffe, mais je l'expliquerai dans une prochaine vidéo sur comment régler tous ces problèmes, pourquoi cette caméra est pas très bonne sur YouTube, pourquoi est-ce que ça peut être un bon choix si on investit dans le bon matos, etc. etc. Bref, je vous ferai une autre vidéo détaillée sur tout ça. Maintenant, place aux explications de benchmark. Aussi, j'ai oublié de le préciser, mais normalement dans la timeline YouTube, je vous mettrai, je pense, les différents chapitres avec les différentes sections de la vidéo. Comme ça, vous pouvez passer directement sur les sujets qui vous intéressent. Alors, comment vont se dérouler cette série de vidéos sur ma chaîne YouTube ? Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai envie de benchmark, qu'est-ce que j'ai envie de review ? Je vais review des processeurs et des cartes graphiques principalement, parce qu'on va dire c'est les trucs les plus simples à tester dans un PC, et c'est les trucs sur lesquels les personnes sont les plus intéressées, parce que c'est ça qui donne la puissance en jeu. Concernant ce que je compte review et dans quel ordre, ça c'est une autre question. Je compte review les produits, donc les composants, dans l'ordre chronologique de sortie. Oui, je me lance dans un projet assez grand, et du coup, à partir de quand est-ce que je compte commencer ces projets, enfin du coup à partir de quelle date je compte prendre les composants les plus vieux? Je pense que je vais partir sur des trucs sortis à peu près en 2006-2007. Oui, je commence loin. Pourquoi est-ce que je commence sur les trucs sortis en 2006-2007? Des composants qui sont vieux, tout en restant utilisables. Voilà, c'est-à-dire que dans un PC d'aujourd'hui, on pourra les mettre, on pourra installer un Windows moderne, pas besoin de faire trop de trucs compliqués quand les composants sont fonctionnels, parce que ça c'est autre chose. Il existe encore des drivers qui sont compatibles avec des trucs d'aujourd'hui. Enfin, c'est pour ça que je compte commencer à partir d'ici et monter petit à petit dans les reviews jusqu'à arriver à aujourd'hui, demain, plus tard dans le futur, et continuer comme ça. Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Parce qu'il y a plein de raisons. Pourquoi est-ce que je veux commencer à review sur des vieux produits? Quel est l'intérêt de tout ça? Premièrement, alors l'une des raisons qui est un petit peu évidente, c'est une question de prix. Faire la review d'une GeForce 8800 GTX, c'est beaucoup moins cher que faire la review d'une RTX 4090. Il y en a une des deux, on va dire, qui coûte aussi cher qu'un jeu en promo Steam à moins 80%. L'autre, ça coûte plus d'un mois de salaire. Donc déjà, première raison, le prix. Commencer avec des vieux composants, vu qu'ils sont pas chers, on va dire que je pourrais en acheter plein pour du coup pouvoir faire plein de vidéos, c'est pas de souci. Deuxième raison qui est en vrai la plus importante et de pourquoi je veux faire ça, parce qu'en fait même si j'avais budget illimité, je voudrais quand même faire cette série pour la deuxième raison qui est en quelque sorte un petit peu revivre l'évolution des composants, revivre l'évolution de l'informatique, c'est-à-dire commencer avec des composants qui ont vraiment marqué leur temps à la sortie. C'est aussi pour ça que je prends 2006-2007, c'est parce qu'à ce moment-là il y a des composants qui ont vraiment, mais alors vraiment marqué leur temps en termes de gap de puissance comparé à ce qui était sorti
avant et revivre petit à petit l'évolution des composants jusqu'à arriver à maintenant. Voilà, donc raison la plus importante, revivre l'évolution des composants. Deuxième raison, raison budgétaire. Troisième raison, apporter un œil nouveau sur ces vieux composants. Parce que évidemment une GeForce 8800 GTX sortie en 2006, bon, il existait des reviews à l'époque, mais c'était des reviews de l'époque, avec la qualité de l'époque. Je ne dis pas que mes vidéos seront mieux que des reviews de l'époque, mais en tout cas elles seront faites avec un œil nouveau, c'est-à-dire avec des vidéos en bonne qualité, des vidéos trouvables sur YouTube, testées avec beaucoup de jeux. Alors oui, je sais qu'il existe tout un concept de vidéo YouTube qui est prendre une vieille carte graphique et la tester sur plein de jeux récents. Je sais qu'il y a Random Gaming in HD qui le fait pas mal, il y a aussi Zedworms Gaming qui lui pour le coup fait vraiment beaucoup de vidéos de ce genre. Mais voilà, j'aimerais un peu faire un condensé en expliquant beaucoup plus l'architecture de ces cartes, qu'est-ce qu'elles ont apporté à leur sortie, combien est-ce qu'elles coûtaient, comment elles se comparent à la concurrence, comment elles se comparent maintenant pour certaines. Alors évidemment je suis conscient que pour les premières cartes graphiques, c'est évidemment pas des cartes que je ne vous conseille d'acheter aujourd'hui, simplement parce que acheter un processeur Intel avec une puce graphique intégrée vous donnera de meilleurs résultats en termes de performance. Donc voilà les raisons du coup, raison budgétaire, raison revivre les évolutions et raison apporter un œil nouveau sur les vieux composants. Maintenant on va passer un petit peu plus sur des sections un peu plus détaillées sur quels vont être les composants que je compte review un peu plus en détail pour chaque marque. Je vais commencer avec les processeurs et plus particulièrement avec les processeurs AMD. Pour les processeurs AMD, à partir de quand est-ce que je compte commencer ces reviews? Les plus vieux processeurs AMD que je compte tester seront des processeurs sortis sur la plateforme AM2. Voilà, donc tout ce qui est plus vieux que ça, socket 939 et plus vieux, je ne vais pas le tester. Je vais commencer à partir des processeurs sortis sur socket AM2. Alors, sur socket AM2, il existe des processeurs qui étaient déjà également sortis avant sur des sockets antérieurs. Donc, techniquement, les premiers processeurs AMD que je vais tester sont des processeurs basés sur des architectures qui sont plus vieilles que 2006, vu qu'ils étaient sortis avant 2006, mais ils sont juste sur une plateforme plus récente. Donc les premiers processeurs que je compte tester, ce sera des Sempron 64, des Athlon 64 et des Athlon 64 X2. Et je vais ainsi de suite monter au fur et à mesure des années, jusqu'à arriver aux processeurs d'aujourd'hui, sans forcément faire trop de distinction. Maintenant, les processeurs Intel. Je compte commencer les benchmarks à partir des processeurs de la génération, je précise bien, des Core de Duo. Donc Core de Duo, Pentium E et Celeron E. En fait, tous les processeurs qui ont l'architecture typique des Core de Duo. Je me souviens plus exactement des noms, mais je vous rassure, lors des vidéos review, je ferai évidemment plein de recherches pour avoir le bon nom des architectures, des générations, etc. Alors pourquoi est-ce que je précise les processeurs à partir des Core de Duo? C'est parce que les Core de Duo sont sortis sur socket LGA 775, mais chez Intel, le LGA 775 est sorti bien avant 2006. Pour cause, on trouvait déjà des Pentium 4, Pentium D, Celeron D sur ce socket-là. Mais je ne compte pas tester ces processeurs-là, donc je ne testerai pas les Pentium 4, pas les Pentium D, pas les Celeron D, parce qu'ils sont tout simplement beaucoup trop dépassés pour leur temps. On parle vraiment de processeurs qui... aujourd'hui, même ne serait-ce qu'une session basique de Windows et même avec un PC avec SSD, on peut quasiment rien faire avec ça aujourd'hui. Donc ceux-là, je ne les testerai pas et c'est pour ça que je compte tester à partir des processeurs avec architecture Core de Duo. Oui, je testerai également des processeurs single core, ne vous inquiétez pas, je souffrirai. Donc voilà pour les processeurs grand public Intel et AMD. Maintenant, petit aparté, donc là pour les processeurs de manière globale, donc c'est-à-dire Intel et AMD, concernant les processeurs semi-professionnels et les processeurs de serveur. Alors, concernant les processeurs semi-professionnels, pour Intel ça correspond par exemple i7 4930K, i7 5820K, i7 6950X, i9 10980X. Ça, chez Intel, sont des processeurs semi-pro. Pour AMD, les processeurs semi-pro, ça correspondrait plus par exemple au Threadripper. Les Ryzen Threadripper sont des processeurs semi-professionnels. Enfin, car ceux-là, ils sont plus proches du professionnel qu'autre chose. Concernant ces processeurs semi-pro, j'adorerais les tester dans l'ordre chronologique de sortie. Le problème, c'est que généralement, ces processeurs sont beaucoup plus chers que les processeurs grand public, mais également leur carte mère coûte plus cher. Donc ceux-là, je vais essayer de les tester et de les rentrer dans l'ordre chronologique de sortie, pour garder un rythme régulier dans la vidéo, mais je ne promets rien
Par exemple, aujourd'hui, un processeur AMD Threadripper, je sais pas moi, je crois le 3990WX, donc la version 64 cœurs sous Zen 2, il coûte un peu cher. Et je pense que même dans quelques années, quand je vais y arriver, vu que c'est un processeur qui est déjà monstrueux aujourd'hui, il va quand même garder une énorme partie de son prix. Donc à voir si ce processeur sera possible d'acheter ou pas. Mais voilà, les processeurs semi-pro, j'aimerais essayer de les intégrer dans cette série de vidéos. Maintenant, concernant les processeurs de serveur, je vous le dis, j'adorerais, mais vraiment de tout mon être, tester les processeurs de serveur dans l'ordre chronologique de la sortie de ces vidéos. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit avant pour les processeurs semi-pro, les processeurs de serveur gardent encore plus leur prix, et les cartes mères sont encore plus chères, et parfois il faut aussi des alimentations adaptées, qui font des bruits de ouf et qui sont super chers. Parfois il faut les serveurs en eux-mêmes. Donc les processeurs de serveur, vraiment, j'adorerais les essayer. Mais le problème, c'est que là, le problème du coût, en fait, il devient gigantesque. Genre, vraiment, là, on arrive à des limites qui sont assez élevées. Mais oui, évidemment que tester un processeur épique à 96 cœurs, oh, qu'est-ce que j'en ai envie! Mais ça coûterait trop cher. Donc, les processeurs grand public, je vais les faire dans l'ordre chronologique de sortie. Les processeurs semi-pro, je vais essayer de les faire dans l'ordre chronologique de sortie en même temps que les processeurs grand public. Pour les processeurs de serveur, je ne vais pas essayer de les faire dans l'ordre chronologique, mais si un jour je trouve une offre intéressante ou autre pour un processeur pas cher qui sera intéressant à tester, j'intégrerai la vidéo au milieu de la chaîne, pas trop dans l'ordre, mais voilà. Ok, donc ça clôt l'aparté sur les processeurs. Donc maintenant, les cartes graphiques. Commençons par les cartes graphiques Nvidia. Je vais tester les cartes graphiques Nvidia, je vous l'ai dit plein de fois au début de la vidéo, à partir des GeForce 8000, sortis fin 2006. Donc 8800 GTX, 8600 GT, 8500 GT, tout ce genre de cartes là. Et je vais monter petit à petit dans les gammes de cartes graphiques. Voilà, pour Nvidia, après il n'y a pas beaucoup de trucs à dire spécifiques à eux. Et pour AMD maintenant, je testerai à partir des Radeon HD 2000. Donc elles sont sorties quelques mois après les GeForce 8000, donc ceux-là sont sortis en 2007. Oui, techniquement, les cartes graphiques AMD seront les plus récents premiers composants que je vais tester. Mais c'est juste parce que j'essaie de garder un ordre cohérent sur quelle génération de cartes s'est affrontée en termes de puissance. Or, il se trouve que les Radeon 1000 étaient pas du tout assez puissantes pour concurrencer les GeForce 8000, donc c'est pour ça que je vais commencer au Radeon HD 2000. Ils sont sortis quelques mois après, en 2007. Et je vais monter, pareil, petit à petit en gamme de cartes graphiques jusqu'à arriver à maintenant. Maintenant, concernant les similitudes que je vais faire pour les cartes graphiques Nvidia AMD. Je vais tester des cartes au minimum des cartes d'entrée de gamme. Alors pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas comment sont séparées les gammes, il y a les bas de gamme, les entrées de gamme, les milieux de gamme, les hauts de gamme et les très hauts de gamme. Les cartes bas de gamme, c'est toutes ces cartes du style GeForce 8400, GT 210, GT 430, GT 710. Toutes ces cartes-là, en tout cas chez Nvidia, qui commencent par des GT, c'est des cartes bas de gamme. Les cartes entrée de gamme, c'est généralement, si on prend la nomenclature Nvidia, c'est des cartes qui ont le chiffre soit 500, soit 50 dans leur nom. GTS 250, GTX 450, GTX 750, GTX 1050. Toutes ces cartes-là sont des cartes entrée de gamme pour Nvidia. Et après, tout ce qui est au-dessus, milieu de gamme, haut de gamme, entrée de gamme, c'est toutes les cartes qui sont au-dessus. Pour AMD, la nomenclature change un peu en fonction de leur génération, parce que AMD ont beaucoup changé leur génération. Donc je ne testerai que les cartes entrée de gamme ou plus, parce que honnêtement, déjà que cette série va être longue, si en plus je rajoute toutes les GT 200 qui existent, GT 205, 210, 220, 200, ça va être trop long. C'est des cartes qui sont vraiment pas puissantes et qui, entre chaque carte, ont très peu de différence. Donc je ne testerai pas les bas de gamme. Sauf, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo séparée pour expliquer exactement qu'est-ce que je voulais review, parce qu'il y a tellement de petites conditions par-ci par-là sur qu'est-ce que j'ai envie de tester, qu'est-ce que j'ai pas envie de tester, qu'il fallait que je fasse une vidéo séparée pour bien mettre en détail tout ça. Sauf à partir des GTX 1000 et pour AMD à partir des RX 500, je testerai les cartes bas de gamme. Pourquoi? Parce qu'à partir des GTX 1000, qu'est-ce que c'est une carte bas de gamme? C'est une GT 1030. C'est une RX 550, c'est une RX 5300, c'est une RX 6400, c'est une GTX 1630. Ces cartes-là, certes, sont bas de gamme, mais c'est des cartes qui sont puissantes, donc elles sont utilisables. Donc à partir de ces cartes-là, je testerai
les bas de gamme. Ah oui aussi, petit aparté, je le précise, je testerai aussi les cartes graphiques Intel. Juste, je l'avais pas précisé avant, mais c'est parce que les cartes graphiques Intel sont sorties en 2022, donc elles sont très récentes, donc il va vraiment y se passer beaucoup de temps avant que je les teste. Mais je compte également essayer de tester, alors pareil, là ça va être comme les processeurs semi-pro et serveurs, ça va être si je peux les trouver à des prix raisonnables. Je compte également essayer de tester les cartes graphiques professionnelles. Donc chez Nvidia ça correspond au Quadro et chez AMD ça correspond au Fire Pro, Radeon Pro, etc. Mais pour les cartes graphiques professionnelles, contrairement aux cartes graphiques grand public, je ne vais pas les tester à partir de 2006-2007. Non. Les cartes graphiques professionnelles, je vais les tester à partir de 2012-2013, donc c'est-à-dire pour Nvidia à partir des Quadro K. Donc les Quadro K, ça veut dire les Quadro avec l'architecture Kepler. Donc l'architecture Kepler qui était sortie à la base pour les GTX 600. Et je vais tester équivalent générationnel chez AMD. Donc c'est-à-dire pareil, les Fire Pro chez AMD, je vais les tester à partir des cartes sorties autour de 2012-2013 avec des architectures de cartes graphiques qui concurrencent les GTX 600. Alors pourquoi est-ce que je teste pas les cartes graphiques professionnelles plus vieilles que ça? C'est parce que les cartes graphiques professionnelles ont peu de différence avec les cartes graphiques gaming. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai pas trop envie de me compliquer la vie en testant des vieilles cartes, sachant que ça va être compliqué à faire. Je préfère tester des cartes graphiques qui sont plus récentes, plus compatibles avec des PC d'aujourd'hui, avec des meilleurs drivers, pour que ce soit moins frustrant à faire et pour que les résultats soient un petit peu plus intéressants à regarder. Pourquoi est-ce que je compte tester les cartes graphiques professionnelles? C'est que certaines cartes ont des configurations GPU différentes comparées à leurs homologues gaming, mais certaines ont également des configurations VRAM différentes. Et ça peut être intéressant, surtout aujourd'hui où la VRAM est un sujet extrêmement à la mode, du fait que les cartes graphiques d'aujourd'hui ont très peu de VRAM par rapport à ce que demandent les jeux pour les résolutions et les qualités de texture actuelles. Donc c'est pour ça que ça pourrait être un bon truc à tester ces vieilles cartes. Est-ce qu'une vieille carte avec beaucoup de VRAM peut être sauvée? Voilà, donc ça conclut du coup. J'ai parlé des processeurs de bureau, donc CPU Intel, AMD, serveurs, etc. J'ai parlé des cartes graphiques de bureau. Maintenant, petit aparté, j'adorerais tester des cartes graphiques et des processeurs de PC portable. Le problème, c'est que c'est extrêmement rare et extrêmement compliqué à trouver. Ça coûte aussi beaucoup plus cher, mais je vous le dis, à l'avenir, j'adorerais tester des PC portables. Par contre, pour les PC portables, je pense que je vais me mettre une limite, cette fois-ci à partir des GTX 900. Donc du coup, si je teste des PC portables, ils seront au moins aussi vieux que 2014, et pas trop plus anciens. Il y a une variante de PC portable que je testerai dans l'ordre chronologique de sortie des vidéos. Ce ne seront pas des PC portables gaming, mais ce seront des PC portables avec des petits processeurs Intel, mais également j'essaierai de trouver leur variante AMD. Ce sont des tout petits processeurs Intel avec l'architecture Atom. Alors, je vais faire un petit cours d'architecture Intel très vite fait pour vous expliquer. Intel, dans ses processeurs, a une architecture pour PC fixe. Donc c'est l'architecture que vous retrouvez dans tous vos i9, i5, i7, i3, Pentium, Celeron de PC fixe, que les machins datent de 2006 ou qui datent d'hier. C'est également l'architecture que vous retrouvez dans la plupart des processeurs de PC portable. Donc dès que vous voyez un processeur de PC portable qui est marqué i7, i5, i9 avec des noms connus, ils utilisent une architecture dédiée pour PC fixe. Mais il existe certains processeurs de PC portable, notamment les Intel Atom, et alors après ils ont changé de nom, ils ne les appellent plus les Atom, mais ils les appellent les Intel Celeron N, Pentium N, Pentium J pour certains. Aujourd'hui maintenant ils ont changé le nom, ils les appellent juste je crois les Intel N50, N100, je crois les i3, N300, ce genre de trucs. Ces processeurs là utilisent une architecture différente, ok, qui en fait est fait pour avoir moins de puissance qu'un processeur de PC fixe, mais qui sont faits pour également beaucoup moins consommer. C'est-à-dire le but c'est d'avoir une architecture extrêmement efficace, et le but c'est faire des processeurs qui consomment entre 1 watt et 10 watts. Ces processeurs là je vais essayer de les tester parce que c'est une architecture complètement différente de ce qui peut se trouver sur PC fixe, et ça peut donner des résultats intéressants pour voir à quel point est-ce que ces architectures peuvent être efficaces comparées à leurs homologues actuels sur PC fixe, ou même comparer une vieille architecture Atom, comparer des processeurs de PC fixe récents pour voir à quel point est-ce qu'ils étaient en avance sur leur temps en termes d'efficacité énergétique. Voilà, donc ceux-là, je vais essayer de les trouver. Ça va être facile parce que c'est vraiment... En fait, ces processeurs-là étaient seulement mis dans des petits PC nuls, au sens littéral du terme.
Donc les PC ont des composants nuls, ils coûtaient pas cher à l'époque, donc les trouver en occasion aujourd'hui c'est beaucoup plus facile, mais ils coûtent vraiment pas cher. Voilà, donc ça conclut du coup processeur, carte graphique, certains PC portables. Je vous ai expliqué qu'est-ce que j'aimerais tester dans l'ordre chronologique, qu'est-ce que je vais vraiment essayer de m'atteler à la tâche pour trouver les composants, les acheter et les tester. Qu'est-ce que j'ai envie de tester, mais que si je les trouve pas, c'est pas trop grave et je les ferai peut-être une autre fois quand il existera des composants en vente sur internet ou quand j'aurai un peu plus de budget. Maintenant, j'aimerais faire une petite aparté par rapport justement à ce truc de budget. Il existe certains composants dans la série des trucs que j'aimerais vraiment tester qui sont vraiment trop chers pour ce que c'est. Je vais donner 3 exemples que j'ai en tête, donc 2 vieux composants et un composant récent. Vieux composant, déjà ça va être le Intel Core 2 Extreme X6800. Ce processeur est techniquement dans ma liste de l'ordre chronologique de ce que je veux tester. En fait, il va faire partie de la deuxième vidéo que je vais tester. Le problème, c'est que ce processeur sur internet se trouve autour des 100 €. Payer 100 € pour un processeur qui foncièrement n'a que 1/3 de la puissance d'un Celeron actuel, ça fait vraiment mal au cul. Autant dépenser 100 € pour un i7 overclockable de 4ème génération, bon pourquoi pas, c'est cher mais pourquoi pas, le processeur à la limite est puissant, on peut faire des trucs avec. Autant dépenser 100 € dans un processeur comme ça, non. Donc ce processeur, je ne le testerai pas dans cette vidéo parce qu'il est juste trop cher pour ce que c'est. Deuxième exemple. La ATI Radeon HD 2900 XT. Donc c'est la carte graphique la plus puissante sortie pour la génération des ATI Radeon HD 2000 de AMD en 2007. Le problème c'est que cette carte ne trouve qu'à partir de 140-150 € sur eBay. Pareil, ça fait beaucoup trop cher. C'est-à-dire que cette carte graphique a la puissance d'un Intel HD Graphics d'aujourd'hui et coûte 150 balles. Donc pareil, cette carte là, si j'arrive pas à la trouver à un prix raisonnable d'ici là, je ne la testerai pas dans la vidéo. Et tous ces composants là, si je les teste pas dans la vidéo, plus tard je reviendrai dessus une fois que je pourrai me les acquérir pour refaire une vidéo pour en parler. Et enfin, troisième exemple qui du coup lui est plus récent, je vous avais parlé tout à l'heure des cartes graphiques professionnelles qui avaient plus de VRAM que la normale. Je vais vous donner un exemple très simple de carte graphique qui est cher mais qui est vraiment nul. La Quadro M6000 24 Go de VRAM. C'est en fait la Quadro M6000, voyez-le comme une GTX 980 Ti. La 980 Ti avait 6 Go de VRAM. Et Nvidia a décidé de sortir pour sa gamme professionnelle 2 Quadro M6000, donc avec la même puissance qu'une 980 Ti. Mais une variante avec 12 Go de VRAM et une variante avec 24 Go de VRAM. La variante 24 Go de VRAM en occasion se trouve à 600 balles. Pareil, je ne vais pas dépenser 600 € dans une carte graphique qui a la puissance d'une 980 Ti, sachant que pour le même prix, je peux limite m'acheter une 4070 neuve. Ce genre de carte graphique excessive en termes de prix pour les performances qu'elles offrent, je ne les achèterai pas. Et je ne les testerai pas dans l'ordre chronologique. Je les testerai plus tard, lorsque je pourrai avoir le budget suffisant pour me permettre de les acheter, et du coup d'ainsi revenir sur ces cartes graphiques carte graphique et processeur que j'ai skip, parce que juste en fait c'était trop cher pour ce que c'était. Concernant la sortie des vidéos review et quels composants je vais tester dans chaque vidéo review, je vais regrouper les composants par date de sortie pour essayer de minimiser le nombre de vidéos. Parce que, alors je vous le dis, si je testais absolument tout, mais alors tous les composants sortis que je veux tester, dans chaque vidéo séparée, il faudrait presque 2000 vidéos. Ce qui n'est pas possible. Parce que si je sors une vidéo par semaine, il me faudrait 40 ans pour faire ça. Donc c'est infaisable. Je vous le dis de suite, ce n'est infaisable. Même si je sors une vidéo par semaine, ce qui ne sera pas le cas, évidemment je ne pourrai pas sortir une vidéo par semaine de ça. Avec tous les composants que je veux tester, il me faudra 40 ans pour tester tout ce que je veux tester qui est sorti à l'heure d'aujourd'hui, sans compter ce qu'il va tester dans le futur. De 1, je vais éliminer tous les processeurs qui se ressemblent beaucoup, je vais en parler juste après. Donc déjà, ça élimine une énorme partie des composants que je veux tester. Deuxio, je vais essayer de les regrouper par date de sortie. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Je vais donner l'exemple avec la première vidéo qui va sortir, parce que en soi, c'est l'exemple le plus parlant. La première vidéo va être sur les processeurs AM2, parce que dans l'ordre chronologique de ce que je veux tester, ce sont les premiers sortis. Et d'après la base de données TechPowerUp, AMD a sorti, le jour de la sortie des processeurs AM2, 29 processeurs. Enfin, peut-être pas 29 exactement, mais presque une trentaine de CPU. Je ne vais pas tester les 30 CPU, premièrement. Deuxièmement, je ne vais pas tester les 30 CPU dans chaque vidéo séparée. Et troisièmement, ces 30 CPU vont être regroupés dans une vidéo. Donc vous pouvez voir à quel point en fait je vais faire l'économie du nombre total de vidéos. C'est que là par exemple pour ce cas précis, les 30 CPU sortis en une journée, ça va me faire une vidéo. Et dans cette vidéo, je vous l'ai dit juste avant, je ne vais pas tester les 30 CPU, je vais seulement en tester 3. Donc vous voyez également à quel point j'économise également le nombre de CPU à tester.
Pourquoi est-ce que je vais en tester que 3? Alors, quels vont être les 3 processeurs que je vais tester? Je vous l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, les premiers processeurs sur plateforme AM2 qu'AMD a sorti sont des Sempron 64, des Athlon 64 et des Athlon 64X2. Donc quels sont les processeurs que je vais tester? Le meilleur Sempron 64, le meilleur Athlon 64 et le meilleur Athlon 64X2. Ce que ça permet de faire, c'est qu'est-ce que donne le meilleur processeur de cette catégorie de CPU sorti à cette date-là. Ces processeurs-là ont tant de puissance, ce qui veut forcément dire que tous les autres trucs qui sont sortis en dessous seront moins puissants que ça. Et du coup, on pourra pas se prendre la tête, on pourra juste voir c'était quoi les meilleurs trucs sortis à l'époque, à cette date-là, par rapport à cette génération-là. Et je vais essayer de faire ça pour chaque date de sortie clé, ou alors essayer de regrouper par date de sortie. Si les trucs sont pas sortis le même jour, par exemple sortis avec 2, 3, 4 jours, peut-être une semaine d'écart, je vais quand même essayer de les regrouper si le regroupement est cohérent à faire. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près résumé tout ce que je voulais dire sur cette série de vidéos qui va arriver sur ma chaîne, cette énorme série review de vidéos. J'ai parlé de pourquoi est-ce que je veux commencer avec des composants si vieux, quelles sont mes motivations, qu'est-ce que je veux tester, comment je veux les tester, quelles vont être les limitations, les restrictions, à quoi vous allez vous attendre. J'ai essayé d'à peu près résumer tout ce que j'avais en tête. N'hésitez pas, si jamais vous avez envie, à proposer des jeux ou des logiciels que vous aimeriez voir benchmark dans ces vidéos. Alors je me doute bien qu'il va y avoir quasiment 0 commentaire, j'en suis conscient, mais si jamais il y a un truc que vous aimeriez voir en benchmark, n'hésitez pas à le dire. Peut-être que je l'intégrerai dans les trucs que je veux benchmark, peut-être que je l'intégrerai pas. À l'heure actuelle, j'ai pas encore commencé à tourner ne serait-ce que la première vidéo, j'ai même pas commencé à faire les premiers tests. Donc on va dire que j'ai encore de la marge sur qu'est-ce que je peux tester. Puis voilà, aussi dernier petit truc, si jamais vous avez des composants intéressants, fonctionnels, que vous aimeriez vous débarrasser et qui sont vieux et que vous les vendez à un prix raisonnable, je serais pas contre vous les acheter. Voilà, je sais pas trop poster un commentaire, je sais pas pour qu'on s'organise ou autre, mais ça c'est vraiment si vous avez un truc fonctionnel intéressant à un prix raisonnable que vous aimeriez vous débarrasser. Je ne suis pas contre les acheter, évidemment. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Elle est super longue, j'ai regardé l'enregistrement, je suis à plus de 35 minutes d'enregistrement. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner au montage, mais c'est pas grave. Si vous avez des questions, si vous avez un truc que vous avez mal compris dans la vidéo, n'hésitez pas à le poster en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut.